Merci de l'invitation. Donc, oui, je m'appelle Emmanuel Louis-Grand. Donc, moi, je me définis justement comme artiste jardinier. Cette définition, justement, elle vient, je pense, suite à ce passage à l'école de Versailles, dont Marc parlait tout à l'heure, où, en fait, quand je suis arrivé là-bas, ça me donnait l'impression, en fait, d'être comme, je sais pas, un peintre qui arriverait au Louvre et qui se trouverait en train de faire... alors certains grands artistes ont la chance de faire ça, mais se retrouver dans le potager du roi de Versailles, vous imaginez en fait que Louis XIV venait en calèche à côté de la pièce des Suisses, visiter ce qui se passait dans son jardin avec la Quintigny et toute la bande. Enfin, moi, ça me faisait rêver. Et à l'époque, c'était... Jean-Luc Brisson qui nous est venu, qui est un artiste aussi qui maintenant est sur Marseille, à l'école du paysage de Marseille. Et lui, il était vraiment très, très branché sur tout ce qui était installation, performance, enfin, tout ce qui était... il officiait en fait un courant assez fort qui mettait en avant la plasticité en fait, voilà. Et puis il y avait aussi, vu qu'on travaillait sur des parcelles, parce que chaque étudiant en fait avait des parcelles, on les accompagnait en fait, on était en binôme, on les accompagnait et ils avaient donc ces petits espaces d'expérimentation comme ça, et en fait en fin d'année on faisait un concours et on gagnait une bêche, une truelle, enfin voilà, des graines et tout ça. Et en fait ça m'a permis de voir aussi que certains, plus que d'être sur le projet, était sur la gestion dans le temps, des travaux dans le temps. Et en fait, ça m'a conforté sur le fait que je savais d'où je venais, c'est-à-dire que je venais d'une école d'art, donc avec une approche, avec tout l'enseignement de l'histoire de l'art, de la sculpture et tout ça. Et en fait, en arrivant chez eux, ça m'a amené au fait sur aussi toute cette question sur la durabilité, sur la gestion dans le temps. Donc c'était assez intéressant. Voilà. Par ailleurs, en fait, j'officie aussi aux Beaux-Arts d'Annecy, à l'ESA. Et donc, il y a certains anciens étudiants que j'ai pu rencontrer et tout ça, et expliquer. Enfin, donc, il y a aussi des relations enfin, entre nos deux écoles. Par rapport à l'enseignement, je fais ça depuis pas très longtemps, je fais ça depuis 2016, mais ça m'est apparu en fait quelque chose finalement d'évident, parce que dans la production, dans le travail que je fais, en fait, je suis pas dans un circuit mercantile dans le sens à produire des pièces qui vont ensuite dans des galeries et qui finissent chez des collectionneurs. En fait, disons ce circuit-là. Je le connais pas. Je suis plutôt en fait à travailler dans l'espace public. Alors c'est ou avec des associations, ou alors après avec des municipalités, ou voire pas de privé, enfin rarement. Et en fait c'est souvent des histoires en fait qui se font dans le temps. Donc la première que je vais vous raconter, en fait, je vais essayer je vais essayer de pas vous saouler, je vais essayer de faire deux choses. J'ai envie de vous parler donc d'un projet qui est dans la région lyonnaise. Et puis après, comme j'expliquais tout à l'heure, vu le mauvais temps, et ça, j'avais envie de vous faire voyager un petit peu et de vous parler d'un projet que j'ai fait à Dakar, et voilà, de voir un peu de soleil, ce sera pas mal dans cette période bien humide. Donc, on va commencer donc par l'Arc de Triomphe, ou la résilience d'une œuvre d'art, en fait, qui est l'Arc de Triomphe. En fait, c'est un projet initialement en fait qui est de Patrick Reynaud. Donc Patrick Reynaud, à ne pas confondre avec Jean-Pierre Reynaud. Patrick Reynaud, qui est un artiste que j'ai eu comme enseignant à l'école des Beaux-Arts de Lyon en 1987-88, quand je suis rentré à l'école, et qui était donc un personnage en fait qui avait pignon sur rue, en fait, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup d'expos. Donc nous, on était, en tant que jeunes artistes arrivants, on était assez fascinés et intéressés par cette personne qui était dans le game, qui était dans le jeu, en fait, qui exposait partout en France, à l'étranger.
Et en fait, cet artiste, justement, n'avait pas fait une école d'art, mais avait fait l'IDEC, l'école du cinéma. Et en fait, il avait été monteur pour Jacques Tati, à l'époque, je crois, de Playtime, il fait quelque chose comme ça. Et en fait, sa pratique donc, du cinéma l'a emmené en fait, de façon un peu autodidacte à la sculpture sur des choses un peu découpées, comme on fait des maquettes. Et puis ensuite, complètement vraiment dans la sculpture, disons, monumentale. Et puis ensuite, donc lui, il expliquait qu'il a fait en fait, il a fait ses beaux-arts, ses 50 beaux-arts, il les a fait comme enseignant plutôt que de les faire comme élève. Et puis ensuite, je crois qu'il est parti à Nantes, aux Beaux-Arts de Nantes, ensuite à Cergy, puis il a fini aux Arts Déco de Paris, directeur des Arts Déco de Paris. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il vit entre Marseille et Paris, souvent en voyage. Alors, ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez le suivre. Je trouve qu'aujourd'hui, il est dans les posts qu'il fait. En fait, son regard de cinéaste, en fait, il y a encore. Enfin, son regard d'artiste, il y a encore. Et à côté, si vous allez sur Marseille, en fait, il tient maintenant un lieu qui s'appelle 7 Clous. Et je crois qu'aussi sur Instagram, il a un truc. Et il réinvite des artistes avec qui il a travaillé toute sa vie. Et ça, en fait, il le fait de façon complètement personnelle, sans financement public. Donc, il a un truc assez original. Alors, si je veux en parler aussi aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est que c'était mon enseignant. Et en fait, j'ai envie aussi de souligner par ce travail-là, une idée aussi de filiation, c'est-à-dire que pour moi, enseigner dans une école d'art aussi, c'est avoir pris des choses, les avoir compris, les avoir travaillées, et éventuellement les passer, en fait, qui est aussi un acte de générosité. Et dans ce cas précis, en fait, ça a été le cas, et si je vous parle de ce projet, c'est que je trouve qu'il y a une certaine singularité. Donc les premières images que je vous passe, en fait, c'est les images de maquettes de Patrick. Et ça, en fait, on voit donc une sculpture en fait, qui date de 1988, qui avait coûté à l'époque 650 000 francs, donc une somme quand même assez conséquente. On est sous le mandat de Mitterrand et c'était, je crois que c'était, alors je pense que c'était autour des projets de banlieue 89. Alors initialement, je crois, initié par Jacques Lang, mais après, là, on était sous le mandat de François Léotard. Alors si dedans, je fais rentrer un petit peu de politique et tout ça, c'est qu'en fait, on est aussi dans l'espace public et on est aussi... Alors, il faut faire attention de ne pas être dans des clichés, parce qu'on peut avoir des surprises, mais en fait, on est dans cette époque-là, sur les grandes commandes publiques, et on est à Givors, au sud de Lyon, avec une mairie communiste depuis 1950. En fait, là, ça a changé justement la dernière mandature. C'est resté à gauche, mais ça a changé. Donc voilà, on fait de la sculpture. En fait, la sculpture représente en fait un arc de triomphe, qui est en face d'un pont, on va le voir un peu plus loin, donc c'est la 5e pile du pont, et qui a reçu en son sommet une sorte de... On ne sait pas trop si c'est un boulet de charbon ou une météorite, ou alors en disant un caillou un peu qui est tombé du plafond, qui est sorti d'un volcan. Et voilà, en fait, la sculpture, en fait, quand je l'ai revue en 2014, lorsque je suis allé faire une exposition à Givors, en fait, le centre-ville a été bâti dans les années 70, a été repris par Jean Reynaudy, et il y a la Cité des Étoiles. Donc en fait, si vous regardez, j'ai pas mis de photo, mais si on regarde en fait d'en haut, ce sont des habitations en fait en étoiles, avec des toitures végétales. C'était un projet un peu révolutionnaire des années 70. Et en bas, il y a un centre d'art. Donc j'exposais là-bas. Et 2 jours avant, c'était en septembre 2014, en fait, il y a eu un accident. Il y a un chauffeur de bus des TCL qui a eu en fait un malaise et qui est rentré en fait dans la sculpture. Et moi, j'apprends ça, en fait, sur le coup, j'étais un petit peu surpris. Et je dis au maire directement, je dis, ah ouais, il faut faire quelque chose. Je veux dire, pour moi, en fait, ça représentait vraiment... une œuvre emblématique de ma jeunesse.
Et alors, dans un premier temps, je pense que quand je vous la montre ici, en fait, plein vont penser que dire ah ouais, c'est génial, c'est vrai que c'est intéressant. En même temps, des sculptures boxées, on en a déjà vu, des sculptures abîmées et tout ça. Sauf qu'en fait, là, elle a un petit peu décrépit. Et puis là, ça faisait déjà un moment qu'elle était en attente comme ça. Les experts sont venus. Et moi, assez rapidement, j'ai proposé donc on fixait une somme de 70 000 € pour pouvoir réparer cette sculpture. Si on voulait la refaire à l'identique, si la ville voulait la refaire à l'identique, ça coûtait pas loin de 200 000 €. Donc en fait, ils ne pouvaient pas. Et moi, assez rapidement, je leur ai dit, si vous voulez, je connais Patrick Reynaud, on peut le contacter, et moi, je peux faire l'intermédiaire. Et quand j'ai réussi à l'avoir, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, ah non, non, mais moi je remets pas le pied à l'étrier. En gros, en fait, il a arrêté sa pratique maintenant, et il me dit, non, non, moi, ça m'intéresse pas. Je te le laisse. Donc après, il a fait un courrier, parce que ça durait, on ne savait pas pourquoi ça durait et tout ça, en expliquant en fait à la mairie, en disant, effectivement, il ne faudrait pas laisser ce travail dans cet état-là. Et en fait, je propose en fait à Emmanuel Louis-Grand en fait de s'en occuper. C'est là en fait qu'on aborde en fait ce que je trouve en fait l'idée de ce que j'appelle en fait d'œuvre composite. C'est-à-dire en fait que c'est un artiste en fait qui décide en fait d'ouvrir la porte en fait à ses droits, à sa propriété intellectuelle, et qui offre en fait la possibilité à un autre artiste de prolonger la chose. Donc moi j'avais un peu la pression. Enfin, j'étais excité par la chose, mais en même temps j'avais l'impression un petit peu par rapport en fait à ce qu'il représentait et puis son œuvre. Et puis on sait qu'en général les artistes ils ont souvent des égos assez importants. Donc il y avait toute la question aussi de pas le vexer. Mais en fait lui dans chaque échange qu'on a pu avoir, tout le temps il me disait non, je t'ai donné les clés, tu te débrouilles avec ça. Alors c'était intéressant aussi parce que c'est passé à peu près à la même période aussi où il y a eu l'histoire de Notre-Dame, vous savez, où il y a eu toutes ces questions de savoir est-ce qu'on allait refaire la flèche, est-ce qu'on allait refaire à l'identique, est-ce qu'on allait transformer les choses. Alors, c'est pas du tout dans le même registre, mais ce que je trouve d'intéressant, c'est que ça abordait aussi la question de qu'est-ce qu'on fait en fait des œuvres d'art dans l'espace public, dans le temps. C'est-à-dire que des fois, on dépense énormément d'énergie pour faire exister des choses, mais en fait, il y a une usure du temps. Et du coup, est-ce qu'on s'astreint en fait à repeindre suivant un protocole ou à entretenir suivant un protocole, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on leur donne une validité, on les démonte? Alors, bien sûr, je ne parle pas des sculptures en bronze, parce qu'en général, et encore en ce moment, elles sont déboulonnées, mais disons que je trouvais qu'il y avait quelque chose en fait au niveau du sens qui m'intéressait. Et puis voilà, donc j'ai commencé à travailler des maquettes. Après, ce que je dois vous dire, c'est qu'en fait là, avec qui je traite à ce moment-là, une fois que Patrick Reynaud a donné son feu vert, je traite en fait avec l'élu à la culture, l'élu au patrimoine. Eux sont passés au conseil municipal, se sont battus pour faire valoir ce projet, et du coup, entre septembre 2018 jusqu'à avril 2019, en gros, je vais les voir tous les 3 mois et je leur amène des éléments, en disant, en fait, voilà, le principe en fait que je veux proposer, c'est que Patrick Reynaud, en fait, il a été influencé par ce peintre qui s'appelle Hubert Robert, avec toutes ces histoires des ruines de Rome. Et là, en fait, on est le long du Rhône, on n'est pas très loin de Saint-Romain-en-Galles, Vienne, Saint-Romain-en-Galles, qui est une ville gallo-romaine avec un musée important, avec beaucoup de mosaïques. Et donc, j'avais envie de reprendre un petit peu cette idée, en fait, d'une archéologie, et essayer de penser, en fait, une technique, disons, de réparation de cette œuvre sans la dénaturer, et en essayant du coup de la poursuivre avec un peu l'histoire qu'il pouvait y avoir. Et en fait, donc c'est celle de l'archéologie, en fait, avec l'idée que, en gros, on serait venu nettoyer les abords, et puis on aurait trouvé d'autres colonnes, et comme dans les peintures d'Hubert Robert, et du coup on serait venu les apposer directement contre l'Arc de Triomphe, ce qui permet en fait de lui faire une jambe de force
et de la réparer sans la refaire à l'identique. Ensuite est arrivée la question de la couleur, donc il a fallu en fait voilà, trouver une entreprise. Et justement, par rapport à la couleur, quand j'ai ouvert la météorite, donc quand on est, ça c'est une photo de près, quand j'ai ouvert la météorite, elle était justement orangée, donc une des gammes de couleurs que j'utilise beaucoup, avec une série de projecteurs à l'intérieur. Alors, ce que je vais essayer de dire aussi en vous montrant ce projet, c'est aussi en fait une façon de travailler. C'est-à-dire que moi, dans mon travail, en fait, je peux mettre concepteur et je peux être en fait dans la maîtrise d'ouvrage, en fait comme un architecte, c'est-à-dire dessiner un projet, le concevoir et puis ensuite voir avec des artisans pour pouvoir déléguer. Donc là, mettons sur la peinture, c'est pas moi qui l'ai faite, mais en même temps, je me réserve en fait la possibilité d'avoir les bottes et d'aller sur le chantier. Et si je veux mettre un coup de pinceau, je peux mettre un coup de pinceau. Et c'est-à-dire en fait d'être. Alors quand on répond à des projets, c'est assez difficile parce qu'il y a certaines commandes publiques. En fait, on peut être ou maître d'ouvrage, mais on ne peut pas être en gros architecte et maçon. Et d'ailleurs, sur ce projet où il y a eu plein de rebondissements, j'ai même un jour été contrôlé par une inspectrice du travail. Ça m'était jamais arrivé en fait. Il y a une meuf qui s'est pointée avec une carte bleu blanc rouge en me disant bonjour inspection du travail, est-ce que je peux contrôler le personnel et tout ça. Il y avait 2 peintres, il y en a un qui a flippé, qui s'est barré, et moi je lui dis écoutez, moi je suis à mon compte, voilà, j'ai le droit d'être là, je suis l'artiste, et bon après les ouvriers, j'en ai pas la responsabilité. Bref, petit aparté. Donc on voit que j'ai retrouvé cette couleur orange dessus. Voilà, ça c'est la photo de la soudure, c'est-à-dire que l'endroit qui était plié a été ressoudé. Et ensuite, je suis arrivé avec une plantation d'arbres parce que ce que je trouvais en fait, c'est qu'il fallait en fait raccorder en fait la sculpture à cet îlot, qui est en fait ni plus ni moins qu'une bande de terre au-dessus d'un égout. En fait, le socle de cette culture, en fait, c'est les égouts de 17 communes qui se relient. Donc, en fait, d'un côté, c'est Veolia, de l'autre côté, c'est la ville de Givors. Et en fait, je pouvais juste travailler sur une bande de 3 mètres de large sur une 50aine de long. Donc, d'un côté, en fait, il y a on voit Jean-Luc qui est en train de faire en fait une cicatrice en fait sur les endroits qui ont été pliés. Voilà en fait donc pour essayer de la fermer, de la recoudre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans des sculptures de grande taille, dans l'espace public, en général, il faut travailler avec des ingénieurs, faire valider par des bureaux d'études, genre Socotec et tout ça. Mais là, sur un objet en fait qui est brisé et froissé, en fait, les gars, ils n'ont pas de note de calcul en fait. Ils peuvent pas définir en fait là-dessus. En fait, on peut pas construire quelque chose sur un truc qui a été brisé. Donc là, il y avait aussi tous ces travaux là de Kintsugi, là de réparation d'objets qui m'intéressaient. Donc voilà, là on voit en fait une cicatrice du métal froissé. Et ensuite, on voit la courbure. Tout le travail va être en fait de venir et d'apposer ces tubes qui vont venir en fait fermer et consolider l'ouvrage. Là, on voit les cyprès florentins justement qui rappellent voilà les paysages italiens. Alors en France, en fait, on vous dit que ça fait penser au cimetière. Moi, ça me faisait penser à la Toscane, mais bon, après chacun son interprétation. Là, on voit donc la peinture. Donc, ce que je disais avec ça, c'est un étudiant qui m'aidait. La peinture. Et voilà, donc on passe au moment en fait comment réaliser ces tubes. En fait, une fois que la maquette elle a été validée. Et c'est là que l'ingénieur avec qui je travaille me disait, moi je voulais les construire, il me dit non, mais tu devrais aller voir en fait une entreprise de démolition.
Et c'était d'autant plus intéressant parce qu'en fait, je trouvais que c'était bien de venir travailler en fait la réparation d'une œuvre en fait aussi avec une matière elle-même recyclée. Donc ça, je crois que c'était des tuyaux d'eau. Et je pense avec du goudron dessus. Je sais pas pourquoi, voilà. Et donc moi, je définissais ce que je voulais comme taille. Et puis il y avait donc un ouvrier qui est venu découper au chalumeau. Bon, là on voit le choix de coloris. Donc il y a une espèce de camailleux de orange, le noir. Il y a 7 ou 8 couleurs différentes. Et ensuite, au niveau technique, parce qu'il y a dans un travail comme ça, il y a une partie aussi technique. Une fois qu'on est passé en fait du stade de conception et de la maquette, et en fait, ce qu'on avait fait, donc moi, je vis à Saint-Étienne et dans la vallée du Gis, il y a pas mal d'entreprises de serrurerie. En fait, on est venu sur un banc et on a fait un montage à blanc de la sculpture. Suivant la courbe, en fait, on est allé repérer sur place en fait la courbe de l'accident. Et en fait, on est venu avec les tubes et on a fait un premier montage à blanc en perçant les tubes et en montant les uns à côté des autres avant de les envoyer en peinture. Là, on voit la sculpture. Voilà. Et donc après, ensuite, ils sont apprêtés. Voilà, et ensuite ils sont préparés. Alors, ce qui était un peu difficile, c'est qu'on était donc en 2019 et les élections municipales qui étaient prévues en mars 2020. En fait, je crois qu'il y a un texte de loi qui dit que les personnes qui sont en mandat, en fait, le maire n'a pas le droit de faire des inaugurations 6 mois avant la fin de son mandat. Donc en fait, il fallait, une fois qu'on a eu le feu vert, il fallait à tout prix monter cette chose-là et l'inaugurer en septembre 2019. Et puis finalement, il y a eu le Covid et puis les élections ont été déplacées de 6 mois. En juillet, je crois qu'on a voté. Voilà. Et on voit là ici le montage des pièces, donc en fait avec une grue, les uns à la suite des autres. Voilà, donc il y a un saule d'un côté qui est un peu retombant, qui parle de l'eau, qui est dans son à côté, et puis qui vient en fait avec une forme molle et un peu donc retombante contre la grande paroi de l'Arc de Triomphe. Et ensuite, en fait, on a les tubes qui dégringolent avec les cyprès qui donnent en fait cette verticalité. Voilà le saule à l'automne. Voilà ça. Voilà. Ça c'est la maquette, ça c'était les moments de la maquette. Et ensuite, je vais juste vous montrer des photos de nuit que j'ai fait avec un photographe avec qui. Alors donc ça c'est des photos qu'on a fait pour le fabricant de lampe Samod là, qui me donnait une carte blanche. Et c'est la photo du poster que Joël a mis en page avec beaucoup de délicatesse. Non, mais en fait, si tu veux, c'est qu'il a choisi l'autre, mais en fait, quand Samod m'a demandé, en fait, j'ai fait des essais avec le Cherubini dans un jardin, et en fait, ils ont trouvé que c'était trop perché, en fait, c'était trop décalé, donc ils m'ont dit non. Et après, je dis, je ne sais pas quoi vous proposer d'autre. Je dis, j'ai cette pièce, sauf qu'en fait, tous les luminaires qui sont là-dedans, ça ne vient pas de chez eux, ça vient d'un concurrent qui fait des trucs moins chers. Mais en fait, c'est pas grave. En fait, on a privilégié l'éclairage. Et donc, je ne sais pas si vous tombez sur ce bouquin, j'ai 2-3 pages dedans. Donc là, j'ai fait venir un photographe, et en fait, c'est un peu des photos... c'est des photos un peu... Voilà, c'est un peu les photos officielles. Donc on voit la météorite. Après, ce que je trouvais intéressant dans ce travail, c'est que
C'est un truc un peu comme par prémonition, c'est-à-dire que lui, il a dessiné en fait une sculpture en fait qui avait pris un choc et qui se cassait la gueule en fait, mais comme s'il avait arrêté en fait une scène en fait, une scène en fait d'accident et je sais pas si c'est par prémonition, en fait l'accident est arrivé en vrai et après on aurait pu dire ah ouais c'est vachement bien, mais il aurait fallu agir tout de suite. Et le fait que le maire ait laissé traîner les choses, on ne sait pas pourquoi. Après, il a été sorti pour une histoire une histoire de conflit d'intérêts. À ce moment-là, en fait, il a laissé de place à d'autres personnes qui ont dit non, il faut qu'on se ressaisisse de cette chose-là parce que, en fait, ils avaient un arc de triomphe à l'entrée de la ville et comme ça, un arc de triomphe en train de se péter la gueule, donc une ruine à l'entrée de ville. Franchement, les administrés leur faisaient remarquer en disant ok, c'est quoi? C'est la fin du communisme, c'est la chute de trucs. Donc en fait, ils étaient un peu mal par rapport à ça. Et donc il fallait qu'ils fassent un truc. Et là, ce qui était intéressant, c'est que juste par la couleur, finalement, la couleur, un jeu un peu on dirait presque de mécano. Et en fait, voilà, ça lui donne une deuxième vie. Et quand je vous parlais de la singularité du travail, c'est que du coup, en fait, ça devient aussi, c'est aussi ma sculpture, c'est-à-dire que, en fait, je peux la revendiquer aujourd'hui. En fait, je dirais, donc moi, je mentionne Patrick Reynaud, 1988, et Emmanuel Louis Grand, 2019, et tout ça, ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est d'un commun accord, c'est-à-dire que je pense que chez Reynaud, il y a un acte de générosité. Et chez moi, j'y vois en fait une forme de filiation, comme je vous disais. Et puis en même temps, voilà, il y a des arbres aussi. En fait, aujourd'hui, il n'y en avait pas. Avant, c'était c'était métallique. Dans les premières photos qu'on voit, elle était rouge. En fait, lui, il la voulait en acier corten. Mais en fait, à l'époque, ils avaient peur que ça fasse justement trop communiste et tout ça. Enfin, il y a des questions qui sont pas les mêmes suivant les époques. Et donc en 88, je sais pas, c'était Jean Marchais, je sais plus qui était chef de liste de ça. Et donc du coup, ils avaient décidé de la peindre en gris. Et gris et noir, effectivement, ça n'a pas la même force. C'est vrai que si elle avait été en acier corten, ça aurait été différent. Et voilà. Donc moi, j'ai ramené la couleur. Voilà, et on voit là sur la droite, en fait, c'est le pont. Ok. Voilà, je crois que c'est fini. Donc ça, c'était pour la première partie. Et ensuite, donc je vous disais que je vous emmenais. Alors en fait, je présente un peu comme, vu que c'est des travaux qui se font dans la durée. En fait, j'aime bien présenter un petit peu comme un diaporama ou comme un film, un peu des événements. Et souvent, en fait, c'est des photos de chantier, mais je vous disais tout à l'heure, en fait, je suis quelqu'un aussi qui fabrique son travail, en fait, qui essaie de le gérer, qui essaie de l'accompagner dans le temps. Donc, en fait, l'implication en fait, physique dans le travail, en fait, elle a son importance. Alors après, je vieillis comme tout le monde, donc je commence à avoir mal au bras et tout ça, mais justement, il y en a d'autres qui vont venir derrière et je compte sur la relève. Mais en fait, je pense qu'il y a dans cette idée-là l'idée aussi de l'atelier à ciel ouvert. C'est-à-dire que, en gros, quand Marc, tu t'expliquais tout à l'heure ce qu'on allait faire, en gros, c'est d'ouvrir une sorte de laboratoire, d'atelier à ciel ouvert. Et souvent, en fait, c'est un travail avec une structure en général en métal, une partie fixe conservable qui dresse en fait un cadre. Et en fait, le travail avec le vivant,
finalement me permet de jamais avoir un état totalement fini en fait. Les choses sont jamais finies, c'est-à-dire que je me suis retrouvé des fois à faire des chantiers en Normandie et tout ça, et j'avais un état de satisfaction après, mettons, 2 jours ou 3 jours de travail, où c'était le passage du jardinier, c'est-à-dire c'était ratissé, c'était semé, c'était à jour. Effectivement, c'était pas peut-être la représentation la plus flamboyante avec le jardin en fleurs, en plein, mais il y avait un état comme ça de fait qui était assez satisfaisant. Et puis moi, en fait, ça me donne une sorte de tranquillité parce que je sais que de toute façon, ça se poursuit. Donc là, je vais vous emmener donc à Dakar avec. Il faut que je commençais par les images d'archives. Donc en fait, j'ai ma petite sœur en fait qui vit à Dakar en fait dans le quartier de la SICAP. Ça, ce sont des images des années 60, à côté d'un lieu qui s'appelle le rond-point Jet d'eau. Donc elle vit dans ce quartier qui a bien changé en fait, voilà, où en fait tout est basé autour du rond-point donc qui est ici avec un jet d'eau. Donc là en fait le Sénégal, je crois, qu'a été en indépendant dans les années en 65, je crois. Donc ça c'est des photos un peu de l'époque. Où en fait il y a toutes les petites maisons, donc c'était des espèces de petites maisons pour comment on appelle ça en fait, des middle class en fait, je sais pas, des cadres moyens, et qui sont avec quelques immeubles sur pilotis. Aujourd'hui, je vous montrerai l'endroit, vous ne reconnaîtriez pas parce qu'en fait toutes les maisons en fait ont poussé, en fait on fait tous des étages, et puis toute la partie droite en fait là aujourd'hui c'est complètement différent. Mais c'était intéressant parce qu'en fait on va voir à un moment donné les bancs, les arbres, les bancs, l'espace public, comment il était conçu. On va le retrouver à certains endroits. Le centre social qui est juste en face, la mosquée, l'église, les jeux pour enfants, les balançoires, voilà, et la maquette du quartier. Donc le jardin en fait il est ici, enfin entre ces deux immeubles. Là il y a la mosquée, il est ici. Voilà. Donc il y a ma petite sœur qui gère un lieu qui s'appelle Kartiosan. Elle m'avait proposé de venir en fait en 2014 pour un festival qu'elle fait au moment de la Biennale qui s'appelle Afropixel. Elle est plutôt sur une programmation autour de l'art du multimédia, et en fait elle avait vu, disons, avec les habitants de la SICAP, un espace en fait à travailler. Donc là, je sais pas, ça doit être, ça c'est les photos des années 60 avec un ministre français, je sais plus qui c'est. Bref. Alors, c'est lesquels? Voilà. Donc quand je suis arrivé en 2014, j'ai commencé en fait à arpenter le terrain. Alors déjà, en fait, il était partagé par des grands fils d'étendage. Et en fait, c'était un terrain de sport, enfin un terrain de foot. Et en même temps, c'est aussi un endroit où il y a pas mal d'immondices et tout ça. C'était un peu crade, avec des gens qui viennent pisser dans les coins et tout. Et en fait, le premier truc que j'ai fait, moi, j'ai commencé en fait comme un scrutateur, en fait, à regarder un peu la nature du sol. Et en fait, en creusant, moi, j'avais jamais travaillé en Afrique. En fait, j'ai vu en fait que la couche de terre arable, en fait, elle était dessous. Donc j'ai commencé à travailler en fait un peu à regarder comment c'est fait, et finalement comme un archéologue je me suis dit mais le jardin en fait je veux le travailler en fait en allant le chercher, en allant comme un archéologue voilà qui serait venu dépoussiérer et chercher des objets en fait, enlever la croûte supérieure qui était, on verra un peu plus tard, qui était souvent souillée avec pas mal de débris.
Après, j'ai travaillé avec ce personnage qui s'appelle Bassirou Wade, qui est un artiste, designer, un serrurier. Et il commençait à me faire les éléments qui viendraient travailler en fait le cadre. Donc, pour faire un jardin, il faut aussi de l'eau. Donc, la première chose, en fait, c'était, on dit le jardin, en fait, c'est l'espace clos. Donc, c'était de constituer, en fait, le périmètre du jardin, de poser une porte, d'amener de l'eau et de le nommer. Après, sur le côté, on voit un étendage, parce que vu que je suis venu, que j'ai commencé en fait à couper en fait les étendages que les habitants avaient mis, je me suis dit je peux pas leur enlever un truc qui a un objet qui a une fonction. Donc en fait le premier truc ça a été de faire un étendage, et en fait à la fin les gens ils voulaient que des étendages, ils s'en foutaient totalement d'avoir un jardin, ils voulaient des étendages. En fait vas-y fais des étendages. Donc j'étais assez content parce que je suis venu, tac, j'ai coupé le fil, mais avec soin, j'ai commencé à dire tiens, on va faire des étendages de l'autre côté. Donc les gens étaient contents. Et puis en tant que Toubab, en fait, venir travailler en Afrique, c'est pas évident parce que on représente quelque chose, du fric aussi. On voit donc c'était dans l'idée que je reviens tout souvent en fait d'atelier à ciel ouvert, le fait de mettre un cadre, c'était aussi d'appeler ça en fait un jardin, et c'était aussi de constituer en fait un espace, de définir un espace de travail. Voilà. Là sur celui-ci, tout à l'heure, je vous montrais les bancs. Donc en fait, en creusant, je vous parlais d'archéologie, donc j'ai retrouvé des éléments de... Enfin, c'est marrant, c'est le sol, c'est comme si ça avait été, en fait, comme s'il y avait des trucs qu'on ne voulait pas voir, qu'on avait enterrés. Donc là, j'ai retrouvé un morceau de banc. Voilà. Et puis à côté, en fait, en parallèle, parce que ça s'est fait aussi je suis venu en repérage en février, et puis arrivé au mois de mai, je crois qu'on est revenu. Et c'était au moment d'Afropixel, de la Biennale, et j'ai amené, comme si j'avais amené mes couleurs dans ma poche, j'avais amené des semis que j'ai commencé à faire dans le parc de Hann, qui est un grand parc à côté. Donc j'ai trouvé des pépiniéristes avec qui je me suis arrangé, je suis allé faire des semis. Voilà. Donc, et ensuite, donc sur le jardin, ce qu'on va voir, en fait, tout. Donc après, il y a des trucs que j'ai repérés. Ça, c'est des espèces de petites boutiques où on vend du pain, on peut vendre d'autres choses. Et ça me plaisait bien. Donc j'avais envie d'en refaire, parce que je pensais à. Quand je regardais ça, en fait, je pensais aussi à Jean Prouvé ou à. Voilà, enfin, ce type de construction métallique. Type un peu la cantine, on puisse venir ranger les outils le soir. Et puis aussi en se baladant, j'avais trouvé un fabricant de carrelage. Enfin, c'est des carreaux ciment avec une finition avec des oxydes, donc j'avais commandé ça. Donc le mec m'a fait du carrelage. Bon, ça c'est une petite maquette de principe. Et voilà, ça c'est les brouettes quand on allait au fait dans le chantier. Donc il y a Marion et Jeff, là, mes deux collaborateurs. Et voilà en fait les prémices en fait du jardin. Là, on voit Marion qui est en train de peindre. Voilà. Et en fait, tout le dessin du jardin part en fait de l'axe central. J'avais emmené des élastiques et j'ai fait refaire des petites pièces des petits tuteurs. Et en fait, à partir de là, en fait, on peut commencer à définir en fait les allées. Alors, je m'arrête un peu plus longtemps sur cette photo parce que au centre, en fait, on voit une espèce de visage. En fait, c'est le visage de Moudou. Enfin, moi, quand on est en Afrique, en fait, il y a pas mal de trucs un peu mystiques. Enfin, c'est à chacun de voir. Et en fait, je trouvais que sur celui-ci, on dirait en fait un génie en fait qui est sorti avec le jet, avec l'œil ici, l'oreille, l'œil, le nez, une petite barbichette comme ça. Et ça s'appelait Jardin Jet d'eau en fait parce que c'était pas loin du jet d'eau, mais en fait c'était aussi la possibilité après dans un deuxième temps
de venir travailler justement avec un jet d'eau pour dessiner des choses. On va le voir un petit peu plus loin. Ça, c'est des piments. Voilà. Et je veux dire, donc il y avait un point de vue en montant sur l'immeuble, et puis il y avait une façon en fait de penser les choses, et après de venir en fait en dessinant, en regardant. Donc voilà, en fait, on travaillait avec, donc il y avait Marion et Jeff, donc Marion qui est artiste, Jeff qui est avec moi, qui s'occupe de Greenhouse. Et donc il y avait mon équipe, et puis de l'autre côté j'avais le gardien de la mosquée, le gardien de Kurtiosan, et puis un troisième gars. Donc on était à 6 pour bosser ça, et puis il fallait qu'on ait quelque chose de probant pour le vernissage, en sachant que de toute façon j'allais pas claquer des doigts pour faire un jardin, mais il fallait donner en fait une apparence, et on arrive en fait avec tous les carrelages, en fait, on a réussi à mettre en place. Donc, d'un côté, une fois qu'on avait défini la géométrie du jardin, en fait, il fallait creuser et enlever des endroits comme ceci, parce que moi, je voulais pas faire un décorum, arriver et poser des choses et puis dire ouais, ça sera joli pour l'inauguration et après on verra. Je voulais vraiment faire quelque chose dans le respect des règles de l'art. Et en fait, il y a des endroits où, comme on voit ici, en fait, c'est des feux de poubelles qui ont été enterrés. Donc dedans, il y avait du verre, il y avait des trucs qui étaient vraiment dégueulasses. Il y avait même des sacs poubelles. Donc en fait, on est venu, on a décaissé toutes ces parties-là. Et on a installé ensuite, après on est allé dans une pépinière, acheter quelques arbres, et on a commencé en fait à trouver. Donc ça, c'est la plantation des pédilanthus, qui sont c'est une espèce de forbe. Quand on la coupe, ça fait un lait blanc. Ça fait une petite fleur rouge qui ressemble un peu à des becs d'oiseaux et qui allaient venir en fait constituer les haies. C'est toujours en place. Et de l'autre côté, en fait, quand on manquait de terre arable, on avait fait un trou devant, on venait chercher et reboucher les endroits, notamment au pied des poteaux. Voilà. Après, bon, là, les gamins sont derrière, mais on verra un peu plus tard. En fait, je crois que c'est un des rares jardins en fait où ils pouvaient venir bosser. On a fait des ateliers avec eux derrière. Voilà. Et là, en fait, on a un état du jardin, mais moi, je l'assumais, c'est-à-dire que, en gros, au fond, on voit, il y a la scène de musique. Là, c'est la veille de l'inauguration. Il y a un des carrés qui est fait. Il y a la guérite, il y a le tracé. Et l'expérience est prête à démarrer. Et après, la petite idée que j'ai eue, que j'avais déjà expérimenté en Normandie, c'est de dire ça va être la nuit, il n'y a pas d'éclairage public. Et du coup, en fait, on a fait un espèce d'éclairage avec des néons qui étaient posés. Et j'aime bien cette photo parce qu'en fait, on dirait un peu un fétiche, en fait, quand on le voit, en fait. Encore un autre truc, en fait, de nuit, comme ça, on dirait les deux yeux en haut, avec son corps et tout ça. Donc, pour moi, à ce moment-là, en fait, il était déjà en route. Ça c'est en 2014. Ensuite, le deuxième. Je crois que les deuxièmes, c'est pas celle-là. Voilà, je crois que c'est celui-là. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que sur des endroits comme ça, c'est que j'ai eu beaucoup de discussions avec la structure, donc qui est représentée par ma sœur, comme je vous le disais, et en fait, eux, ils étaient à fond sur l'école des communs, le bien commun et tout ça, et donc il fallait que le jardin soit, en plus d'être une œuvre, en fait, ça soit aussi un support. Et là, en fait, dans ce cas-là précis, c'est pour une c'est pour une expo de photos d'un photographe qui s'appelle Mandem Henry. Donc voilà, un soir d'inauguration. Là, on voit les bougainvilliers qui est un peu le rosier d'Afrique, en fait, je trouve, que j'ai mis tout le long. On voit quelques semis, quelques essais. Alors au début, donc on voit la petite guérie qui ne sert pas à vendre du pain, mais plutôt à ranger les outils.
Et là, on voit que ça commence à prendre forme. D'un côté, il y a aussi des fois un problème d'ombrage. Donc là, au début, c'est plutôt en fait le problème avec les oiseaux qui viennent, qui commencent à venir. Donc là, j'expérimente un Keyhole Garden, c'est un jardin en trous de serrure. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc on commence à regarder l'arrosage aussi pour... voilà. Et ensuite, je crois que c'est celui-ci. Alors après, la structure, la femme, ma soeur me dit ah oui, mais c'est bien, c'est super, mais il fait trop chaud, il n'y a pas d'ombre et tout. Donc, ok, j'ai compris. Il faut de l'ombre. Et il faut que les arbres poussent, et même s'ils poussent vite, voilà. Donc après, je reviens sur la partie centrale. En fait, je me dis, ben, en fait, j'ai déjà travaillé en sous-sol. Enfin, le périmètre, travailler en sous-sol, et maintenant, en fait, je veux travailler en fait en 3D, c'est-à-dire je veux travailler en volume. Et vu que tout est basé autour du centre, qu'il y a de la géométrie, je dis, ben, en fait, je vais faire une maquette dans un premier temps pour faire un dôme. Donc voilà un peu le dôme avec l'idée en fait de faire quelque chose qui soit qui permette de s'asseoir toujours avec le métal. Autant au début sur la clôture on a émis du béton, mais cette fois-ci je travaille avec un ingénieur sur d'autres projets et en fait on s'est dit non, on va faire une structure en fait sans mètres de béton, qu'elle se tienne d'elle-même. Là, on a un détail en bas sur les basiliques qui avaient tellement bien poussé en fait qu'ils étaient devenus en fait pratiquement des buis. Et là, en fait, on faisait voilà, donc on taillait un peu comme des bordures. Ça, c'est des orgueils de Chine. Voilà. Donc voilà, le principe en fait, c'est comme une couronne, c'est-à-dire c'est un grand cerclage avec des pieux qui descendent dans le sol de 1,50 m, en fait des couronnes, hein, comme on peut faire aussi pour des dents, en fait, voilà, des espèces de pics qui sont ensuite soudés. Et après, voilà, en fait, un dôme, au début avec un pied, et ensuite quelque chose... alors sur les bancs, je les ai appelés... ah mais les bancs, c'est après, en fait, voilà. Voilà, en fait, moi, j'aime bien cette photo parce qu'il y a ce côté un peu d'archéologie où on dirait qu'il y avait une villa, quelque chose qui était là. Et ensuite le dôme. Mais après le dôme, en fait, on a commencé à avoir un petit peu d'ombrage, sauf qu'en fait, il fallait des bancs. Donc, ben, ok, on y va. Donc, je vous expliquais tout à l'heure en fait que j'aime bien travailler en fait par session. Et donc on commence à avoir un petit peu d'ombrage. Et là, en fait, on voit, j'en ai fait cette photo, j'ai choisi pour un poster qu'a lancé Document d'artiste Ronald Pauvergne, en demandant à tous les artistes en fait qui sont sur le site de proposer une image. Et j'ai proposé celle-là parce que je trouve qu'elle a une dimension un peu picturale, on dirait une peinture un peu pointilliste. Et en même temps, on sent aussi la poussière. Donc voilà, j'avais fait livrer des barres de fer. Et alors il faut se redire aussi, travailler en Afrique, c'est pas évident en fait. Tout est possible, mais en même temps tout est compliqué, mais en même temps tout est possible. Et donc là en fait le principe c'était juste de tordre à 90 en fait des grosses barres de 32 millimètres, pardon, et de les ficher à l'intérieur. Alors, il y a souvent des portraits de femmes, mais ces bancs qu'on va voir, en fait, cette conception, moi je les ai appelés les bancs Drianke, parce que les Drianke, en fait, c'est des femmes, en fait, c'est des canons de beauté, en fait, des femmes qui ont des formes, en fait, qui sont vraiment balèzes et qui peuvent être très lourdes. Et je me disais en fait, là-bas, je vais pas faire venir Socotec ou La Pave pour vérifier en fait la robustesse de l'ouvrage, mais en fait, je me disais en marrant, mais en fait, je vais faire venir 40 Drianke qui vont poser leur cul sur les bancs, et en fait, ce sera ça le crash test du truc. Et
Et en même temps, donc il y avait ça pour la pointe d'humour. Et après, sinon, en fait, dans le rond, on va les voir après, il y avait quelque chose, en fait, aussi un petit peu du bijou, en fait, de la rondeur et du coup du féminin aussi. Un petit peu comme un collier. Donc, alors voilà, je vous disais, en fait, les mots, moi, je les accepte. D'ailleurs, on a même fait des ateliers avec eux pendant le chantier. Donc, un chantier, des ateliers de création dans le jardin, avec voilà, les gamins du quartier. Et en même temps, le chantier. Donc, chantier le matin, atelier l'après-midi. Donc c'était marrant en fait, parce que là, mettons sur cette photo, on voit une petite qui est en train de peindre des pierres et tout ça, et c'est une pratique que j'ai souvent vue là-bas. On fait des cailloux, des rochers. Donc on connaît les rochers de Hugo Rondinone, là, les rochers empilés en couleur et tout ça, mais en Afrique, moi j'ai vu aussi des entrées de maisons et tout ça, ou de commerces ou de restaurants avec des rochers peints. Donc c'était marrant de voir la petite qui faisait ça. Après, il y a un truc que j'aimais bien aussi dans le jardin, c'est en fait, je parlais tout à l'heure du passage du jardinier, c'est en fait tous les matins aussi arriver. Et en fait, là-bas, il balaye beaucoup. Il y a toujours vu qu'il y a du vent, on est près de la mer, il y a beaucoup de saleté qui volent. Donc en fait, il faut balayer systématiquement. Et donc le jardin, en fait, faut enlever les plastiques qui rentrent dedans. Mais en même temps, après, si on humidifie avec un jet, en fait, on peut venir en fait tracer en fait ou peigner et faire des dessins en fait, voilà, au sol comme ça. Donc le gars qui gère le jardin quand je suis pas là, en fait, je travaille avec lui aussi pour avoir cette gestuelle là. Là, on voit comment sont fabriqués les bancs. Et voilà, donc en fait, c'est des ronds de 12 qui sont soudés sur des barres. Et vu qu'ils sont courbés, en fait, ils ne peuvent pas se tordre. Ils sont simplement fichés dans le sol, ils ne sont pas bétonnés. Voilà, on voit. Donc ça fait. Et là, du coup, ça permet d'avoir de l'ombre. Et ça devient, en fait. Alors maintenant, les arbres ont tellement poussé que du coup on ne peut plus cultiver dessous comme on cultivait au début, parce qu'il y a trop d'ombre, ça devenait un jardin d'ombrage. Mais par contre, en fait, on peut faire, les gens peuvent faire des réunions, il y a le centre social à côté qui fait un travail. En tout cas, Kurt Jossen continue en fait à gérer un peu l'endroit. Je crois que j'avais un dernier dossier, je regarde, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, je crois que c'était décembre 2017. Donc je crois que ça c'est de la patate douce qui pousse. Et là, carrément, on voit, ça c'est un eucalyptus. Ça c'est, je crois que c'est, ça c'est des flamboyants. Patate douce. Et ici, il y a le Meringa, le Nebedaï. En fait, c'est un arbre en fait qui Nebedaï de Nevedaï. C'est si on mange ses graines, soi-disant, en fait, on peut vivre très longtemps. Voilà, je mets ça parce que vu de dessus, c'est ça. Et puis à ça à côté, c'est sur la maquette quand on voyait tout à l'heure. En fait, il y avait des bâtiments, comme je vous disais. Et puis ensuite, petit à petit, en fait, ils ont construit le long de la rue. Et du coup, c'est venu en fait encercler le jardin et du coup le fermer. Voilà, on voit comme ça. Alors après, c'est ça l'Afrique aussi, il y a un gars qui vient, il décide de mettre son mouton en bas. C'est comme ça en fait. Voilà, tu vois, un mec il a mis son mouton, et puis après je crois qu'il y a il y a un arbre qui était en extérieur, qui a été tombé, tout ça c'est. Mais en même temps, ce qui me fait marrer, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, parce que dans le choix des arbres, en fait, il y a un truc qui m'avait choqué en fait quand j'étais là-bas, c'est que tous les arbres qu'on voit un petit peu dans les alentours. En fait, c'est pas les services de la ville qui font l'entretien des arbres. En fait, c'est des vendeurs de charbon qui viennent et qui font un élagage, mais un élagage à la machette. Et puis, ils vont le faire en octobre, novembre, après la saison des pluies.
Et après, du coup, ben, en fait, il va pas avoir d'ombrage. Donc des fois, ça fait des espèces de moignons, et puis il y a certains qui résistent pas. Et moi, chaque fois, ça m'ulcérait de voir en fait le traitement des arbres, et puis de voir que la ville s'en foutait complètement. En fait, un arbre, il a pas vraiment, il fait pas le poids. Et donc, je voulais en fait que dans en fait que ce jardin, ça soit comme une sorte d'œuvre manifeste, c'est-à-dire que ouais, bah, dans ce jardin, en fait, on touche pas les arbres, en fait, on les laisse pousser. Et alors pour l'instant, donc Kurt Yosan, avec par le biais de ma petite sœur, en fait, est en train de continuer à essayer de pérenniser, d'avoir la main dessus, de faire qu'on puisse qu'on puisse le garder et oui, le pérenniser. Mais c'est pas gagné. J'espère un jour que ce sera en fait la taille des arbres qui fait qu'il aura sa respectabilité. De lui-même. Là, il y a des moments sur cette photo, on voit quand j'y vais, ben, en fait, je refais les bordures parce que du coup, ça s'est érodé. On voit les pédilanthus qui ont poussé sur les côtés, mais par contre, la décentrale, en fait, elle s'est érodée. Donc des fois, en fait, j'ai refait quelques bordures en béton. On voit les gamins qui viennent. Donc là, en fait, au bout de 3 ans, en fait, il y a des branches qui venaient sur le dôme qu'on était obligé de sortir, mais c'était plus les petites baguettes que j'avais mis auparavant, mais bon, fallait faire un peu d'élagage. Voilà, pareil sur la porte d'entrée. Voilà. Les flamboyants, en fait, c'est les arbres qu'on voit qui font des fleurs rouges là dans Kirikou, dans le dessin animé de Kirikou. Il y a plein d'images avec des flamboyants. Voilà. Et puis, je crois que j'en ai une dernière de 2018. 2014, et ça, on est en septembre 2017, et je crois que le 2018, ouais, c'est... Ouais, 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 4 ans, ouais, ça a été une vitesse. Et là, je vous montre, donc ça, on a eu en fait cette année donc on a candidaté pour un prix qui s'appelle Human City Design Award, qui est fait par des Coréens. Et en fait, on a été finaliste. On n'a pas gagné le prix, mais on a eu droit à un papier, donc on était fiers. Et voilà, moi en 2018, j'y suis allé en voiture, parce que c'était un vieux rêve. En fait, je suis allé. Donc il y a des étudiants d'Annecy qui sont allés d'un côté. Moi, j'ai fait le voyage en fait en bagnole. C'était avec cette 505 Peugeot. Et en fait, on a retravaillé. Donc c'est voulu. Voilà les dernières photos que j'avais qui sont de cette période-là. Donc on est revenu reprendre certaines parties du jardin, mais voilà, il est toujours là. Après, ce que je vous disais, ça peut être magnifique à un certain moment, et puis après ça peut aussi se dégrader, mais il est toujours là. Et là, je pense que je risque d'y aller en fait en février, après être passé vous voir pour refaire quelques photos et rafraîchir mes docs. Et en fait, à Saint-Étienne, il y a la Biennale de design qui se prépare, donc qui a été reportée d'une année. Et en fait, j'ai été invité par la ville donc à occuper la serre de l'ancienne école d'art, en fait, qui est en fait une serre classique où ils ont laissé quelques arbres, mais qui est plus un lieu d'expo. Donc en fait, je veux faire en fait une espèce de mise en scène, enfin diorama, je sais pas comment on pourrait l'appeler, avec, je pense, des photos des arbres, et puis sûrement un travail avec de la pouzzolane. À l'intérieur, il y aura aussi en fait un projet de jeux pour enfants, mais des jeux pour enfants éphémères, c'est-à-dire à base de châteaux de sable. En fait, vous savez, en fait, pas forcément des trucs avec beaucoup de technologie qui pourraient être trop durs à gérer, mais en fait, parce que ma soeur m'avait demandé à une période en me disant est-ce que tu peux pas regarder des jeux pour enfants, et des jeux pour enfants qu'on fait avec comme on fait les châteaux de sable au bord de la plage, et puis quelque chose qui soit éphémère, et le soir en fait on les range et on range les moules. Donc en fait je veux l'expérimenter
pardon, dans cette exposition. Il y aura donc en fait une sorte d'hommage en fait à ce jardin, dans cette serre. Donc ça sera en mois d'avril. La biennale dure du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Et pour l'inauguration le 6 avril, en fait, j'invite... alors au début, j'avais fait un travail avec un styliste sénégalais. Il est venu cette année en fait à Annecy. Et puis, donc, vu que l'expo était annulée, en 2022, j'invite un autre artiste qui s'appelle Olivier Nourisson. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui fait un défilé garage trash un peu, enfin qui s'attaque en fait au monde de la mode en fait avec un côté complètement décalé. Donc finalement, je me disais voilà de parler aussi d'un projet qui est à 5000 km d'ici, à Saint-Étienne chez moi, dans une serre, donc comme une cloche, comme quelque chose qu'on aurait ramené, travaillé par deux quinquas, Toubab et tout ça, hétéro, tout ça. Il y avait un truc qui me plaisait du coup. Donc on va essayer cette chose-là au mois d'avril. Et puis si je peux, d'ici là, je pense que j'y retournerai pour voir, pour reprendre quelques photos et voir comment ça se passe. Et puis après, il y avait aussi, en retrouvant Marc, en fait, parce que donc l'histoire de la voiture, c'est que j'ai rencontré Olivier Péricot, qui est un des commissaires d'une des expositions sur la voiture pour la Biennale de Saint-Étienne, dont la thématique sera bifurcation. Donc l'autre fois, je l'ai vu, je lui ai proposé en fait de remonter la voiture qui était là-bas et qu'il fallait de façon remontée avec mon collègue et ami sénégalais. Et puis, je sais pas, pour diverses raisons qui sont même pas financières, soi-disant, ce sont des questions de gardiennage, qu'on peut pas ramener de véhicule. Donc, on a laissé tomber. Et puis, en fait, en septembre, on a parlé un petit peu, peut-être avec Marc, de peut-être monter un projet, mais de le faire à la voile. Voilà. Peut-être de faire un autre voyage et d'aller... Donc voilà, enfin, on a émis en fait un désir en fait peut-être de faire après l'avoir fait en bagnole, peut-être de le faire en bateau et puis de voir peut-être ramener des choses. Enfin, je sais pas, faut qu'on construise des projets, mais en tout cas on en avait bien envie en fait. Voilà. Faut rêver un petit peu. Donc voilà, ça fait 1 heure. C'est nickel. Ouais. Ouais, je sais pas si vous avez des questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions? On va garder le micro pour qu'à l'enregistrement on puisse entendre les questions. Oui, j'aurais aimé connaître un petit peu un petit peu plus les habitants de la cité, l'accueil qui en a été fait, notamment au niveau des adultes, parce que tu nous as parlé des enfants, de leur participation, des jeux. Comment est-ce que les adultes qui habitent la cité autour se sont appropriés le lieu? Quel a été leur point de vue par rapport à cette intervention? Alors, ce qu'il y a avec l'Afrique, c'est-à-dire que dans un premier temps, moi, quand je suis arrivé, en fait, c'était à l'invitation du centre d'art qui s'appelle Kurtiosan, et disons qu'il y avait tout un travail qui avait été fait du centre d'art avec les habitants pour savoir si, dans un premier temps, ils avaient envie de cette chose-là. Et on n'est pas réellement dans l'espace public. En fait, disons, il est traversé par plein de gens, mais en fait, c'est la propriété normalement de la copropriété des habitants, enfin des immeubles. Et d'ailleurs, quand on grattait, en fait, je retrouvais en fait des allées avec des petits coquillages, avec des galets. Il y a des endroits vraiment où il y avait eu, donc il y avait ceux qui étaient un petit peu avec la nostalgie de dire ah autrefois genre ouais, c'était propre, c'était ça, et d'autres qui regardaient en fait ça un peu circonspect, un petit peu en disant bon quoi.
Il y a ceux qui disaient oui, mais ça va ramener des moustiques, ci et ça. Et après, en Afrique, en fait, la question du bénévolat, en fait, elle n'existe pas. En fait. C'est-à-dire que quand tu croises un gars dans la rue, le gars, il va venir, il va dire ouais, moi, si tu veux, je viens, mais combien tu me payes? En fait, c'est quoi? C'est 3-4 000 la journée et tout ça. La question de... Donc, il y avait le centre d'art, en fait, qui voulait amener une idée de bien commun à utiliser. Et en fait, les gens là-bas qui étaient, pour la plupart, en disant qu'est-ce que ça va nous rapporter directement, en fait, qu'est-ce que ça va rapporter, en fait. Alors, au bout de 2 ans, Curtiosan, qui est financé par Art Collaboratory, qui fait partie de ceci, qui est financé par je crois que c'est la loterie néerlandaise, en fait, a créé en fait un deuxième carré où il y a un jardin partagé, en fait, où ils font de la culture sur des tables. Mais assez rapidement, en fait, il y a le truc en fait mercantile. Si je fais un truc, c'est pour le revendre et tout ça. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans quelque chose où c'est le centre social qui vient, qui réunit là-bas, où c'est les habitants qui viennent. Il est ouvert à certains moments. Mais en fait, la gestion, elle reste quand même toujours sous l'égide de Curtiosan parce que derrière, en fait, tous n'ont pas les mêmes vues. Enfin, ça se trouve, dire au bout de 2 jours, il y a un mec qui te met un cadenas sur la porte, il dit pour entrer ici, c'est 50 000 la nuit, et je te loue et tu viens faire une soirée et tout ça. En fait, tout peut être sujet en fait à privatiser. Et donc moi, je travaillais avec voilà mon idéal entre guillemets, mais tout en sachant que derrière, en fait, faut qu'il y ait une équipe qui est celle de Curtiosan pour essayer en fait de maintenir les choses et de dire bon, c'est une œuvre d'art, mais déjà sur la conservation, sur le patrimoine, en fait. Alors en ce moment, il y a toutes ces questions en fait de restitution des œuvres d'art. Vous avez dû suivre là avec Felzinsar et Savoie là qu'on fait, qui ont fait une étude à la demande de Macron pour commencer à restituer des œuvres d'art. Donc ça a soulevé tout un tas de questions et tout ça. Mais là-bas, en fait, il y a notamment en fait de la période coloniale, il y a des bâtiments, il y a des trucs qui sont vraiment, enfin moi que je trouve super beaux et tout ça, et qui sont en fait un peu abandonnés. En fait, la question vraiment de la conservation, des fois en fait on se rend compte que c'est pas une question qui est du premier lieu. Et j'ai eu des moments en fait avec ma soeur en fait un peu tendus où elle me disait oui, mais si tu fais un truc, c'est pour les habitants, machin, il faut qu'ils puissent venir prendre de l'amande, ci et ça. Et je prends comme exemple, des fois, j'avais emmené ma fille cadette visiter en fait le jardin zen de Éric Borja qui est dans la Drôme. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Jardin zen en fait. Et en allant visiter là-bas, des zen et tout, Éric Borja, les grands paysagistes et tout ça, vous savez, c'est un principe en fait d'art-au-pierre un petit peu en fait. Tout est taillé, il y a beaucoup de buis. Il y a des graviers à tisser, et puis j'y vais avec ma fille pour son anniversaire, et en fait elle commence à se balader dedans et tout ça, et elle cueille une feuille d'érable, et à un moment donné à la sortie de l'endroit, au coucher du soleil et tout ça, je vois le maître des lieux qui sort avec son sécateur en me disant ouais, c'est votre enfant, comment ça, genre vous avez pas honte? J'avais laissé comme un couillon, j'avais laissé ma fille cueillir une feuille d'érable dans un jardin dont le principe est de tailler. Et j'avais pas respecté ça, et du coup j'étais un peu merdeux, enfin, en me disant mince alors. Et d'un coup j'ai repensé en fait au jardin d'Afrique en me disant mais en fait quand t'es en France et tout ça, t'es dans un jardin, en fait c'est une œuvre d'art qu'il faut respecter, il faut même pas toucher le vivant, et tu fais quelque chose en fait en Afrique là-bas, il faut que ça soit le bien commun, il faut que le mec puisse venir prendre de la menthe, il faut qu'il fasse ça. Donc on est toujours en fait dans cette ambivalence d'un coup en disant bon, t'es ici, c'est sous une cloche, c'est protégé, ça, et en fait là-bas faut que ça serve, faut que les gens se l'approprient, mais en ayant conscience aussi en fait que c'est aussi un objet d'art, qu'il faut respecter certaines choses et tout ça. Donc c'est assez complexe en fait. Voilà. J'ai un peu dérivé. Moi j'avais juste une question parce que tu évoquais tout à l'heure, au moment, tu as dit que tu étais partie avec les étudiants d'Annecy au Sénégal. Ça veut dire, comment est-ce que tu as trouvé une articulation entre ce que tu enseignes à Annecy? Est-ce que tu travailles aussi sur des jardins avec les étudiants, ou est-ce que c'était un projet spécifique qui s'est...
Comment ça s'est fabriqué ce lien-là justement? Alors avec Annecy, en fait, c'était avec le master, donc le master que nous maintenant on appelle terrain. En fait, c'est une pédagogie qui a été initiée par mon collègue un département plutôt qui a été monté par Didier Talagrand. Et lui, en fait, tout à l'heure je parlais des voyages qu'ils ont fait, c'est que trouvons l'école petite. Depuis le début, en fait, il base essentiellement son travail et sa pédagogie en extérieur, en fait, en allant s'imprégner de lieux et de contextes. Et en fait, moi, quand je me suis fait embaucher à Annecy, j'ai dit, moi, j'ai une carte d'Italie, j'ai une carte d'Afrique. J'ai dit, si vous voulez, en fait, on peut aller là-bas, on peut faire une base. Donc, bon, avant même que ça soit le jardin, en fait, c'était avant tout d'avoir en fait un lieu ressource qui puisse nous accueillir. Ensuite, les étudiants, quand ils sont venus là-bas, beaucoup ont filmé, beaucoup sont allés voir les artisans, les maréchals ferrants, les coiffeurs et tout ça. À vrai dire, en fait, peu sont vraiment venus dans le jardin. Enfin, quelques-uns, mais où ils ont bossé autour. Il y en a une fille il y avait une étudiante en fait qui s'amusait en fait à balayer l'endroit. Tu vois, enfin, il y a des espèces d'actions comme ça. Et finalement, moi, je travaillais, et eux, ils travaillaient autour. Et si tu veux, ils n'étaient pas venus m'assister proprement dit. Ils ont profité finalement de ma connaissance et du lieu ressource que j'avais là-bas. Par contre, pour reprendre ta question sur le reste de la pédagogie, en fait, oui, j'ai initié en fait à Annecy un arc qui s'appelle Jardin de Résistance. Et en fait, on est... Donc la configuration d'Annecy, c'est le Semnoz, la montagne qui descend. Ensuite, il y a un bâtiment qui est de Wojcinski, qui travaille avec Le Corbusier, donc un peu cette esthétique, un peu béton. Donc l'école est en fait une ancienne MJC, date des années 50. Et en face, il y a le lac et la montagne. Et en fait, l'école est accolée à une SMAC, donc il y a une scène de musique qui s'appelle le Brise-Glace. Il y a une salle de sport. Donc il y a le jardin qui est au dos, un petit peu au dos de l'école. Il y a un petit peu d'ombrage. Et puis après, il y a des résidences avec des résidences jeunes travailleurs et certains étudiants aussi qui habitent dessus. Et donc en fait, j'ai créé en fait cet endroit. Et en fait, on a maintenant en fait à peu près presque 3 hectares en fait qui pourrait être un peu le penchant en fait d'un tiers-lieu, c'est-à-dire tu vois, enfin, la SMAC, il y a même la Fédération française de ski qui est de l'autre côté, les terrains de tennis, donc il y a du sport, il y a de la musique, il y a une école, et il y a ce jardin derrière, et donc du coup j'essaye d'inciter les étudiants en fait à avoir une pratique avec le vivant. Et en extérieur en fait, parce que je pense qu'on est une des rares écoles en France à avoir un espace en fait aussi grand en fait. Tu sors, il y a des biches, il y a la forêt, il y a tu vois, il y a même une étudiante il y a quelques années qui s'était fait attaquer par 2 chiens, enfin 2 loups. 2 chiens loups en fait qui avaient fait un film après qui était donc en fait l'endroit est assez riche, mais c'est surtout que nous on a des salles de travail qui sont très réduites, donc c'est vrai qu'on va dehors. Par contre, si tu veux, sur ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire un échange aussi avec la Martinique, et on va travailler aussi avec le campus caribéen des arts, et là ça sera plus du jardin de chez nous au jardin de là-bas, tu vois, d'essayer de mixer. Bonjour, c'était pour savoir comment vous avez trouvé les fonds pour le projet à Dakar. Comment est-ce que vous avez trouvé les fonds? Pour lequel des projets? Le deuxième à Dakar. Ah, pour l'Afrique? Oui. L'Afrique, en fait, c'est donc Kurt Yosan, et qui fait, je te dis, qui a eu à un moment donné des fonds de l'Europe, mais pas pour ce projet-là, mais qui fait partie donc de Art Collaboratory. C'est en fait un réseau de lieux dans le monde entier, donc de Medellín jusqu'à Gaza. Il y a des trucs en Ouzbékistan, des trucs au Japon en fait, et en Afrique, qui sont en fait des lieux en général de création.
Donc ils ont eu de l'argent avec ça, et je disais tout à l'heure, en fait, indirectement, je crois qu'il y a la fondation Daniel Langlois, c'est des Canadiens, et après, je crois qu'il y a de l'argent qui vient des Néerlandais, je crois, je t'ai dit tout à l'heure. Et puis moi, j'en ai mis un petit peu avec Greenhouse, la structure que je dirais. J'avais dit que je parlerais de ça, j'ai oublié d'en parler au final. Peut-être que je vais le faire maintenant. Donc oui, voilà. Après, chercher du fric, c'est un métier en fait. C'est un gros. D'ailleurs, il y a des gens qui font des écoles d'art, et puis après, il y a des gens qui font cette formation de management dans les métiers de l'art et tout ça. En fait, il y a une spécialisation qui se fait à la fac, en fait, où c'est, je crois, sur 2 ou 3 ans, où vous apprenez en fait à écrire des projets, à les chiffrer, et puis aussi après à trouver de l'argent. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est sûr. Voilà. Oui, moi j'ai une question. Bonsoir. Bonsoir. Aude, moi je viens d'une association d'éducation créative à l'environnement et on a un projet d'un site de rencontre avec le vivant et notamment avec les abeilles à Guiche, pas très loin d'ici. Et à ce titre, je suis curieuse, vous, qu'est-ce qui vous anime dans cette relation au vivant, à la fois dans cette posture de transmettre aux étudiants ce lien au dehors, au vivant, et aussi à travers vos œuvres? Quelles sont vos intentions et peut-être un peu les étapes de rencontre avec le vivant? Merci. Je pense que, moi, au tout début, quand j'ai commencé, en fait, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, je disais tout à l'heure, en 87-92, aux Beaux-Arts de Lyon, et les premiers travaux que je faisais, en fait, c'était plus des intentions, en fait, c'était des préoccupations picturales, en fait, de peintre. Et disons que moi, j'avais mes références que je retrouve aujourd'hui, c'était un peu l'Arte Povera, c'était le grand boom de l'Arte Povera qu'on voyait en fait au musée Saint-Pierre à Lyon, enfin l'ancien MAC de Lyon et tout ça, avec les Mario Merz, les Pennone ou Piero Gilardi, que j'ai retrouvé aussi c'est peut-être ça qu'il faut que je vous montre, que j'ai retrouvé aussi en Italie. Et d'autre côté aussi la peinture type support surface et tout ça. Et en fait, moi j'allais sur le marché de la Croix-Rousse et en fait je ramassais des feuilles, des restes de végétaux que je descendais et j'en faisais des paillasses et je faisais des essais là-dessus. Donc il y avait vraiment en fait au début en fait une recherche, disons, plastique. Finalement, c'était des sortes de compost que je faisais, mais sans vraiment le savoir. Et après, à l'époque, j'avais pas de mentor, en fait. Il n'y avait pas vraiment d'enseignants qui s'occupaient de ça, mais au moins, on était dans une période où on nous laissait tranquilles. Et finalement, en fait, j'ai eu mon diplôme avec une espèce de grande structure que je faisais en bois, avec des photofresques dessus, où je parlais de dualité entre la ville et la campagne. Et finalement, en fait, le premier acte fondateur dans ma démarche, en fait, c'était d'aller à Saint-Étienne. Et je connaissais Saint-Étienne, parce que j'ai rencontré la mère de mes filles. Mais en fait, ce qui était fascinant à Saint-Étienne, c'était aussi toute cette culture, ce passé ouvrier, mais en même temps aussi toute cette espèce de force de fabrication avec la manufacture. Manu France et tout ça, et on retrouvait en fait dans les jardins ouvriers qui étaient aux alentours aussi toute l'immigration. Et en fait, moi, c'est le territoire, en fait, c'est l'espace qui m'a intéressé. Et le premier truc que j'ai fait, en fait, c'était de prendre en fait un jardin ouvrier en disant cette parcelle, en fait, c'est mon atelier. En fait, à partir de maintenant, c'est mon atelier. Bon, ça m'a pas empêché non plus d'acheter aussi un atelier. Qui est devenu aujourd'hui, en fait, c'est ma maison, mais qui est devenu un lieu d'expo. C'est-à-dire que moi, maintenant, je travaille sur l'extérieur, donc du coup, mon vrai atelier devient un lieu d'expo. Et du coup, en fait, dans les jardins, j'ai commencé en fait à m'intéresser un peu aux vivants. Donc, j'ai fait des choses avec le haricot d'Espagne parce que il y avait un Espagnol qui en avait ramené et qui les distribuait à tout le monde. Donc, un peu comme tisse tous les pouces verts et tout ça, je m'amusais d'un coup à utiliser un principe de croissance sur des tuteurs pour en faire des sculptures.
Et finalement, en fait, au fil du temps, je veux dire, de préoccupations, disons, de plasticiens, donc d'esthétique, finalement, je me rends compte que il y avait aussi quelque part, enfin aujourd'hui, il y a quelque chose, disons, par rapport en fait à, on peut se poser la question de ce qu'on produit aujourd'hui, de ce qu'on fait et tout ça par rapport à l'écologie et par rapport à tout ça. Et maintenant, je me dis bon, ok, en fait, j'ai planté des arbres, j'ai travaillé avec des personnes, enfin voilà, sur le bien commun. J'ai essayé sur l'îlot d'Amarante à Lyon, à un moment donné, en fait, le jardin, c'était un endroit qui servait de refuge pour les enfants des Kosovars qui étaient un peu à la dérive. Donc en fait, si vous voulez, c'est le rapport au vivant, en fait, en fait, disons qu'il a évolué. En fait, au début, peut-être qu'il était intuitif et un petit peu naïf, et en fait, aujourd'hui, il peut devenir finalement aussi une posture en fait par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Après, en autocritique, je dirais que j'en parlais un peu notamment sur le projet à Lyon là, de l'îlot d'Amarante, c'est que en étant arrivé dans des quartiers qui étaient un petit peu disons qui étaient un peu, je ne vais pas dire délaissés, mais je veux dire qui n'étaient pas forcément flamboyants. En fait, en travaillant le jardin, en fait, ça a amené en fait à... J'ai été d'une certaine manière, malgré moi aussi, un des agents de la gentrification. C'est-à-dire qu'en venant faire des jardins dans un endroit, j'ai vu quelques années plus tard en fait des agences immobilières et tout ça, les mecs ils disaient oui, près d'un jardin d'artistes, dans un endroit pas loin du métro, à côté de la garderie et tout ça. Et en fait le 7e à Lyon, si vous allez aujourd'hui autour du Lot d'Amarante à Lyon, l'endroit branché de Lyon aujourd'hui, c'est le 7e en fait. C'est là en fait où il y a tous les prix augmentés. Et puis ce qui s'est passé, c'était autour de cette intention artistique. Quand je dis intention artistique, moi j'arrivais avec l'idée en fait comme de faire une performance, comme de dire je vais faire une création autour du vivant, dehors, la fabriquer, la maintenir. Mais il y a derrière des gens qui n'ont pas les mêmes idées, il y a derrière des gens qui regardent, qui ont leur calculatrice et qui regardent le truc en disant tiens ouais c'est pas mal. Et puis après la ville de Lyon, je crois que l'îlot d'Amarante c'est 2003-2009 et je crois qu'en 2000 il me semble que c'est en 2013 ou 2014, je ne sais plus. C'était Collomb qui était encore maire de Lyon, qui a tranché. Et en fait, cet endroit en fait, a été maintenu et pérennisé comme un endroit, un parc supplémentaire de la ville de Lyon. Et donc, du coup, tout a changé autour. Et notamment, oui, les appartements, les loyers, tout ça. Donc, voilà. Je pense que d'un côté, j'ai fait des choses qui étaient intéressantes, voilà, en termes d'œuvres vivantes. Mais après, en fait, on maîtrise pas tout. En fait, on peut être aussi, au bout d'un moment, un petit peu dépassé. Et puis, je reviens quand même sur ta question, c'est-à-dire que si j'arrive aujourd'hui, je vous tiens un discours en disant oui, je suis un écolo et je veux tenir un truc genre Pierre Rabhi, machin. Enfin, non, en fait, c'est pas celui-ci que j'ai envie de tenir, si tu veux. Tu vois, je veux dire, je fais un jardin derrière l'école. En fait, tout le monde te parle de permaculture et tout ça. Oui, permaculture. Oui, je pourrais vous attaquer le truc avec la permaculture, mais j'ai pas forcément envie parce que je suis pas encarté en fait. J'ai pas besoin de dire que je viens de ça pour savoir ce que je fais en fait. Donc, je suis au Beaux-Arts d'Annecy en fait. Il y a la maison. La permaculture c'est ça, c'est le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle et après il y a l'école où on est, il y a le jardin tout de suite derrière, ensuite il y a les arbres, la forêt et ensuite la montagne et tout. Donc bien sûr en fait que je pourrais en fait axer tout un discours en fait par ce prisme-là, par ce biais-là, mais j'ai pas forcément envie, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand je suis passé à Versailles, en fait, je sors d'une école d'art, et en fait aussi d'une école d'art, il y a aussi l'histoire de l'art, et en fait, je suis autant structuré par Anthony Caro que peut-être par Gilles Clément ou je disais tout à l'heure, ou Yves Gillen, tu vois, ou je sais pas, en fait. Je pense que c'est d'aborder ça en tant qu'artiste. En fait, faut être sur un spectre assez large.
Et disons que je pars de loin, donc je ne vois pas pourquoi en fait aujourd'hui je viendrais le resserrer en disant ouais, je suis un écolo et je mange bio et je fais des trucs comme ça. Non, en fait, j'ai pas forcément d'être là où on voudrait m'attendre. Mais ça m'intéresse quand même. Hein, mais ouais, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, moi je voulais juste réagir puisque c'est la dernière question. J'apprécie beaucoup que tu aies pu présenter ton travail puisque je suis paysagiste aussi et donc ça m'intéresse qu'il y ait quelqu'un qui vienne parler du vivant. C'est un mot que tu as vachement utilisé. Je pense que c'est ça qui résume un peu, pour moi, ton action justement, plus que écolo, pas écolo. C'est-à-dire, travailler avec le vivant et en extérieur, sortir un peu des écoles. Et je trouvais intéressant, ça aurait été une question, mais elle arrive un peu tard, et il faut que j'aille chercher ma fille qui sort de la danse. Mais c'est vrai que je me posais la question de savoir comment on pérennisait, ce que tu en as parlé, le vivant, c'est vivant, et donc il faut du temps, etc. Tu as beaucoup parlé de tes allers-retours en Afrique. Et voilà, après on se demande, pour une école par exemple, comment on fait pour faire perdurer le travail, puisque finalement on sait qu'un jardin, comme tu l'as dit, il y a un cadre. Et après, c'est le vivant autant avec les plantes qu'avec les gens qui vont jardiner. Et un groupe, parce que tu as parlé aussi de ton expérience à l'école du paysage, où il y avait tout un groupe de gens en fait, qui étaient très dynamiques et qui en fait emmenaient les étudiants dans le jardinage, dans une pratique. Comment, je me pose la question, c'est peut-être une question ouverte parce qu'on verra, comment on fait pour faire perdurer ça dans une école, pour que ça soit assez fort et que ça reste dans le temps, quoi, pas... Alors sur Versailles, je crois que tu as connu Versailles, parce que je crois que tu as fait Versailles et tout ça. Donc à Versailles, je trouvais que c'était vraiment... c'était une forme de récréation. Enfin, je trouvais que c'était vraiment très intéressant pour les étudiants de pouvoir s'aérer et d'aller jardiner un moment. Après, dans une école d'art, à dire vrai, quand tu es au mois de septembre et tout ça, sur l'Arc cette année, j'en avais 25. J'en avais tellement qu'en fait, ils sont arrivés en me disant « Oh là là, il y a trop de monde et tout ça, il y a trop de monde à l'Arc, tu peux pas prendre un machin, il faut en laisser aux autres et tout. » Je dis « Non, mais restez tranquille, 25 en septembre. » Là, en décembre, là, mardi dernier, on a planté des bulbes de tulipes. On n'était plus que 8, tu vois, on n'était pas à 25. Parce que la terre est basse, il fait froid en hiver. Et malheureusement, en fait, le jardin, ou heureusement, je sais pas, en fait, ça se fait toute l'année. Donc en fait sur le projet en fait j'ai un noyau dur en fait d'étudiantes et étudiants qui sont intéressés. Alors c'est assez ingrat le jardin parce qu'en fait pour avoir un résultat en fait qui n'est pas simplement celui de bouffer un truc mais d'avoir un résultat c'est difficile. Donc j'essaye en fait tout en travaillant de façon collective l'espace. J'essaie en fait petit à petit à ce qu'eux, ils puissent développer quelque chose de personnel. Et quand j'y arrive, quand c'est bien, c'est en fait au moment des diplômes et tout ça. Et cette année 2021, en fait, il y a 3-4 diplômes qui sont, en tout cas, qui ont commencé à l'intérieur, qui sont finis dehors, ou le contraire, qui ont commencé, qui sont finis. Donc il y a un gars qui a fait un travail sur des plantes tintoriales, il y a une autre fille qui a fait de la bouffe, il y avait un gars qui a fait une espèce de sculpture et tout ça. Enfin, on essaye en gros, mais il faut être très investi. Faut avoir un noyau dur, c'est sûr. Un espace dédié aussi pour ranger les outils, comme en fait on l'avait aussi à Versailles. Donc moi j'ai réussi par un stratagème en faisant passer un étudiant, en lui faisant passer son diplôme dans une ancienne laverie, à le récupérer derrière comme laboratoire. Alors maintenant, je suis bien, j'ai même fait du vin en fait. J'ai réussi à faire du vin aux Beaux-Arts en fait. Je m'a amené de la vendange, j'ai fait du vin. Ils m'ont regardé au début en me disant « Oula, tu fais du vin à l'école et tout ça ?» J'ai dit « Bon, ça c'est ton travail artistique. Hein. Enfin, genre, on veut pas le... » Stéphane, il m'a dit bon, « Tu te débrouilles et tout. » À l'administration, on commençait à regarder. Bon, bref, maintenant on commence à avoir des outils. Après, ce qui est intéressant, c'est que même s'il n'y a qu'une dizaine d'étudiants qui font vraiment le jardin à cœur, quand il fait beau, tu as toute l'école qui y est, tu vois. Donc après, derrière, est-ce que quelqu'un qui vient manger un sandwich ou qui vient discuter ou qui vient présenter un truc pour ses évals à un moment donné, il y contribue aussi d'une certaine manière, tu vois.
Et moi, je fais gaffe non plus de pas être trop... c'est dur, mais j'ai donné l'intitulé en disant, si vous vous inscrivez à l'Arc Jardin de Résistance, c'est comme aller à la salle de sport, en fait. C'est un sport, en fait. Donc déjà, vous venez, vous prenez des bottes, vous prenez un bleu de travail. Et puis, vous savez que les mardis après-midi, minimum, pendant 2-3 heures, ça sera un peu physique. Mais je te cache pas que j'ai galéré, hein. Moi, je suis venu pendant 3 ans avec les outils dans ma bagnole, hein. Donc, je suis venu parce que j'y croyais, donc j'avais les outils dans ma voiture. Puis au bout de 3 ans, j'aurais dit, je pourrais avoir des outils quand même. Donc là, j'ai réussi à avoir des outils. Mais en même temps, je me suis jamais vraiment plaint, étant convaincu de ce que ça a amené à l'école. Et finalement, en fait, ça commence à prendre. Mais après, comme on le disait tout à l'heure, tu vas arriver l'été, et ben, au mois de juillet, août, t'as personne. Donc, il faut que tu penses à un jardin sec, enfin, qui va arroser. Parce que l'air de rien, tu as quand même toujours de l'attente. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux expérimenter, tu peux faire du jardin punk si tu veux, mais en même temps, on va quand même voir. Et puis, il y a un minimum, il y a un geste quand même à faire dessus, tu vois. Au moins tailler l'herbe ou sélectionner. Et en fait, c'est bien foutu parce qu'en fait, le jardin, il est pile poil face à la salle de conférence. Donc en fait, tu vois les gens travailler. Là, on a mis des tulipes la semaine dernière. Donc au printemps, il y aura un truc qui va rappeler que c'est là. Et voilà. Après, moi, mon souhait, ça serait, vu que moi j'officie en design et espace, c'est aussi après de travailler... tout ce qu'il peut avoir autour du jardin, des outils, puis après peut-être plus loin, tout à l'heure je parlais de nourriture, des arts de la table ou des choses comme ça. En fait, il peut y avoir, ça peut dériver. Et puis là, on a carrément des arbres aussi, et le souhait, ça serait vraiment peut-être aussi de gérer la forêt, c'est-à-dire pas forcément être dans un truc un peu contemplatif en disant ouais, la nature est belle et machin. Mais en fait, il y a des grands arbres qui poussent et du coup, ça fait de l'ombre. Donc, du coup, peut-être en couper certains, faire venir une scie mobile, sortir des planches, à partir de ça, faire des constructions. C'est-à-dire que voilà, je suis le jardinier, mais je suis pas que le jardinier. J'officie aussi avec des gens d'autres qui font de la peinture, d'autres qui font, de la terre ou des choses comme ça. Mais j'essaie de lui donner sa place. Et ça prend petit à petit. Voilà. Mais là, on va le faire ici aussi. On va ouvrir une brèche, donc on va essayer de faire un truc. Merci. Voilà. Merci. Merci. Jean-Marc